on s'est occupé de l'atelier de neurosciences hier, donc je compte sur mes collègues pour m'aider si jamais il y a des points. Voilà. Donc on a pris comme exemple la maladie d'Alzheimer, et donc en partant sur le principe qu'il y avait une protéine qui était clivée par deux enzymes, soit l'alpha, soit les bêta-gamma sécrétases, et que si elle était clivée par l'alpha, ça donnait la bonne protéine soluble, et si elle était clivée par les bêta ou les gamma sécrétases, ça donnait une forme qui allait être non soluble et s'agréger et donner des plaques. Et on pense que... L'hypothèse qu'on a retenue, même si d'après ce que j'ai compris c'est très débattu, c'est que la formation de ces plaques serait responsable de la mort neuronale et donc de la maladie. Donc on a pas mal débattu au début sur quel mécanisme on allait prendre en compte pour le traitement, et comme apparemment même les experts ne sont pas d'accord entre eux, on a dû se fixer sur, voilà, sur une option. Donc on est parti sur cette option-là pour choisir derrière la stratégie qu'on allait faire. Donc après, on a eu aussi le débat de choisir si on partait sur une orientation petite molécule ou une orientation biologics. Donc en fait, on a débattu un peu les avantages des deux, donc que ce soit au niveau biologics, que c'est peut-être moins facile à reproduire, mais par contre que c'est plus dur à designer. Et le problème dans la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives ou psychiatriques, c'était le passage de la barrière. Donc finalement, on s'est orienté vers les petites molécules pour lesquelles il y a plus de facilité à designer des molécules qui vont passer la barrière. Donc voilà, ça a été un peu le début, choisir la stratégie finalement de comment on allait emmener notre médicament sur le marché. Oui, il y a aussi, pour les petites molécules, les inconvénients qu'on a montrés, c'était que c'était plus facilement généricable. Donc dans les maladies du cerveau, on va dire, comme ça met beaucoup plus de temps en développement, par exemple qu'en oncologie, on a le problème que peut-être que lorsque la molécule va arriver sur le marché, on sera déjà quasiment à l'expiration du brevet. Voilà. Donc après, on est parti sur le fait de prendre un inhibiteur des bêta-sécrétases, donc une des enzymes qui apparemment est un traitement qui est en train d'être testé en phase clinique. Donc on est parti sur cette option-là, de développer une petite molécule. Donc on a vu, je pense comme dans tous les groupes, les phases de développement pour trouver des molécules qui ont des efficacités in vitro. Donc sélectionner, on va dire, entre 10 et 100 têtes de série qui vont pouvoir être derrière testées assez rapidement. Et donc, on a pris le parti d'aller directement vers des modèles in vivo, on va dire animaux. Et là, on a aussi pas mal débattu sur quel modèle prendre, vu qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de modèles animaux qui décrivent la maladie. Donc, on a pas mal discuté en fait de pourquoi croiser des modèles, différents tests. Et donc, on en est arrivé que sur cette maladie, pour valider l'efficacité des molécules, on serait obligé de choisir différents modèles et de les croiser, et toujours de garder aussi le standard qui est le plus utilisé pour convaincre nos investisseurs de nous suivre derrière. Mais aussi, peut-être, ils ont insisté sur le fait d'aller chercher des collaborations pour essayer de trouver des nouveaux modèles, peut-être dans l'académique, qui vont pouvoir peut-être conforter nos hypothèses en dehors des modèles très standards établis dans la littérature. Voilà, je ne sais pas si les autres personnes ont quelque chose à ajouter. Non, ça va. Donc, une fois qu'on avait validé nos têtes de série en efficacité, donc bien sûr, il fallait voir la stabilité de la molécule et surtout le passage de la barrière hémato-encéphalique, pour voir s'il y avait une accessibilité au cerveau. Donc, un des outils qui peut être utilisé, c'était de développer en parallèle une molécule qui pourrait aller servir en PET scan pour vraiment pouvoir vérifier l'accessibilité au cerveau. Donc, vraiment prévoir ça en amont, vu que ça va être notre test, un des indicateurs finalement après dans les tests finaux, enfin cliniques. Donc, une fois qu'on a fait toute la stabilité de la molécule, la spécificité surtout des enzymes, parce qu'apparemment il y a d'autres molécules qui sont tombées pour ça en phase clinique ou avant. Et donc, on a insisté aussi beaucoup sur quels biomarqueurs on allait regarder pour pouvoir regarder le plus précocement s'il y avait un effet. Donc, par exemple, c'est pas de ma spécialité, mais le dosage dans le liquide céphalorachidien d'un ratio entre les deux peptides, le bon peptide et le mauvais peptide, on va dire. Le PET scan, et aussi, forcément, on ne peut pas s'affranchir des tests de mémoire, vu qu'on n'est pas sûr en modèle animal que les marqueurs qu'on va regarder sont vraiment des marqueurs représentatifs de la pathologie derrière. Donc voilà, c'était un peu notre problématique pendant tout le programme, c'était de savoir si on avait des bons modèles finalement avant de rentrer en clinique. Et la conclusion qu'on en a un peu tirée, c'est l'impression que moi j'ai eue, c'est que finalement on allait rentrer en clinique sans même être sûr des résultats.
va dire, in vitro ou animaux avant de rentrer en clinique. Donc c'est vrai que j'ai un peu eu des désillusions sur... Après, c'est mon ressenti personnel, hein, mais sur le fait qu'on allait rentrer finalement en recherche clinique en phase 1, en phase 2, sans vraiment être sûr que notre molécule faisait ce qu'on voulait qu'elle fasse, quoi. Donc voilà. Donc, je me suis dit que c'était quand même risqué, en fait, l'industrie pharmaceutique. Après, peut-être moins dans d'autres domaines. Mais... Donc après, bien sûr, on a aussi beaucoup parlé des tests de toxicologie. Donc en fait, moi j'ai appris des choses sur la toxicologie in vitro parce que je savais pas que ça se faisait du tout. Donc très en amont, en fait, on nous a conseillé de faire ce qu'on appelle la toxicologie, on va dire in vitro, donc tester sur des modèles hépatites, sur des modèles de cytochrome C pour être sûr qu'on n'allait pas avoir d'effet avant même de passer chez l'animal pour éviter de sacrifier les animaux pour rien. Donc voilà. Donc après, forcément, on est passé aussi à réfléchir à la toxicologie réglementaire, donc une série d'animaux rongeurs, non rongeurs. Et donc, comment on choisit le meilleur modèle, par exemple non rongeur? Est-ce qu'on va prendre du singe, du chien? Donc voilà, en fonction des métabolites qu'on veut rechercher et de l'animal, si j'ai bien compris, qui est le plus sensible sur ce qu'on veut regarder. Donc pour les effets cardiaques, peut-être ça peut être le chien, ou pour d'autres effets, peut-être le singe. Donc voilà, pour évaluer la dose toxique et aussi faire la pharmacocinétique, pharmacodynamique, pour savoir après les doses à utiliser chez l'homme. Et donc après, on en est arrivé jusqu'à la phase clinique 1, donc pour tester la toxicologie chez le volontaire sain. Donc faire tout ce qui est pharmacocinétique, pharmacodynamique chez l'homme. Donc là aussi, on a un petit peu débattu de savoir pourquoi on le faisait chez un patient sain, qui allait peut-être avoir 30 ans, un jeune en pleine forme, alors que derrière la maladie qu'on allait cibler, c'était Alzheimer chez des patients qui ont 70 ans, qui en général sont surmédicamentés. Donc est-ce que c'était un bon modèle pour faire les essais? Voilà, on a un petit peu débattu de ça aussi. Et après, on a pas mal réfléchi aussi pour les phases 2, où on va aller regarder justement la tolérance et l'efficacité, au fait que les personnes qui allaient faire les essais cliniques pouvaient proposer des facteurs d'inclusion ou d'exclusion des cohortes de patients, pour pouvoir après, par exemple, si on n'a pas de résultat sur la population globale, faire des sous-populations, pour savoir si on trouve des facteurs qui vont faire que la population qu'on décrit va répondre ou ne va pas répondre. Voilà, pour après peut-être définir des sous-populations sur lesquelles on va cibler le médicament. Et voilà, donc justement une interaction forte avec les investigateurs des essais cliniques pour définir peut-être de nouveaux critères ou tester de nouveaux marqueurs qu'on va essayer de regarder, en plus de ceux qu'on avait définis, donc le dosage des tests à la fois de mémoire, donc pour voir les symptômes, et des tests peut-être plus en amont sur des marqueurs, donc le PET scan pour voir si on atteignait bien la cible, la taille de l'hippocampe, des dosages voilà, dans le liquide céphalorachidien de peptides. Et je pense que j'ai fait le tour, on s'est arrêté à la fin de la phase 2, en se disant que même à la fin de la phase 2, les résultats n'étaient pas toujours très concluants et que parfois on allait en phase 3 parce qu'on n'avait pas forcément bien analysé les résultats de la phase 2 et que donc en fait c'était un gros travail, l'analyse des cohortes et des résultats de la phase 2. Voilà. Merci.